Le sport et l'URSS pendant la guerre froide. Les Jeux olympiques modernes ont été restaurés en 1896 par le baron Pierre de Coubertin. Mais pendant toute la première moitié du XXe siècle, l'URSS refuse d'y participer car les Jeux olympiques sont considérés comme trop bourgeois. Elle a même créé une compétition en opposition, les Spartakiades organisées à partir de 1928. Finalement, l'URSS intègre les Jeux olympiques en 1952 à Helsinki. À cette occasion, la Pravda affirme: Les grandes victoires de l'Union soviétique et des pays frères constituent la preuve éclatante que le socialisme est le système le mieux adapté à l'accomplissement physique et spirituel de l'homme. Notre analyse mettra l'accent sur l'URSS dont le rapport au sport est plus souvent méconnu comparé aux États-Unis. Pour autant, les analyses faites notamment en matière de propagande qui seront présentées ne sont pas propres à l'URSS, et l'attitude des États-Unis est également critiquable à cet égard, et notre objectif n'est pas de présenter une vision manichéenne. Ainsi, on s'interrogera sur le fait de savoir comment le sport est devenu un outil d'influence pour l'URSS dans le contexte de guerre froide, en insistant plus particulièrement sur les Jeux olympiques, parfait reflet de l'opposition. Les enjeux du sport peuvent paraître au premier abord restreints à l'aspect compétitif, mais il convient également de prendre en compte la dimension politique de sa pratique. À ses débuts dans les années 30, ainsi que dans la période post-Seconde Guerre mondiale, le sport est vu en URSS comme un moyen d'unifier le peuple soviétique. Métaphore de l'égalité en action, le sport socialiste doit créer du collectif. Dans un premier temps, la participation compte plus que le résultat. En cela, le sport s'avère un excellent moyen de cimenter l'union. Le Caucasien exprime ses talents en lutte, l'Ukrainien démontre sa maestria au football. L'Union soviétique va également développer une conception alternative du sport, axée sur la culture physique et placée sous la tutelle du ministère de la Santé. Celle-ci est perçue comme un moteur du changement social. À ses débuts, son but n'est pas de faire tomber des records, mais d'apporter l'hygiène sociale aux populations, combattre l'alcoolisme, le rachitisme, l'illettrisme, amener le moudjik, le paysan russe, à vivre de manière hygiénique et à respecter les règles du collectif, ce qui fait que certaines disciplines comme la boxe, l'haltérophilie ou la gymnastique sont d'ailleurs sur la sellette. Les hygiénistes les trouvent dangereuses et porteuses de valeurs individualistes. L'objectif à travers le sport est donc de transformer l'homme par la culture physique et forger un homo soviéticus, un homme productif, discipliné, enthousiaste, et ainsi promouvoir une nation sportive unie, ainsi qu'un mode de vie sain, un corps sain, synonyme de vitalité, où l'URSS n'hésite pas à mettre en avant les athlètes nationaux, fierté du pays. Investir le sport a également une visée préventive pour l'URSS qui cherche à parer un éventuel conflit. L'éducation physique apparaît comme une préparation militaire du citoyen, d'autant que le sport participe à une levée en masse pour défendre la patrie si elle est menacée. Dès lors, la quête de l'excellence des sportifs amateurs soviétiques va être recherchée. En 1952, l'URSS participe pour la première fois aux Jeux olympiques organisés à Helsinki. À cette occasion, le village olympique est séparé en deux, symbole de la division des blocs durant la guerre froide. Les Jeux olympiques de 1956 à Melbourne illustrent bien, quant à eux, la discipline stricte imposée aux athlètes soviétiques. Les sportifs sélectionnés doivent se tenir au courant de la construction politique, économique et culturelle de l'Australie, ainsi que de l'histoire des Jeux olympiques, de leur programme, des règlements sportifs internationaux. La discipline est également stricte dans la tenue des chambres, à l'entraînement lors des compétitions, pas de retard, une attitude respectueuse à l'égard des arbitres, pas de réaction aux insultes, aux sifflets. L'URSS cherche à mettre en valeur l'excellence des amateurs prolétariens face aux athlètes surentraînés américains pour montrer la supériorité du peuple soviétique. Le pays va rapidement entamer un recrutement et une formation intensive d'athlètes soviétiques pour parvenir à une prédominance sportive. Le programme soviétique sélectionne dès l'enfance les meilleurs éléments, puis fait en sorte que les jeunes sportifs ne sortent pas du système de formation. Cela passe par de nombreuses compétitions, un entraînement dur et intensif, parfois aussi la question des hormones et du dopage. Les sportifs sont aussi formés à montrer une image positive et attrayante de leur pays, louer les vertus du socialisme soviétique, être capable de donner une bonne image de soi et de son drapeau, tels sont aussi les apprentissages pour faire des athlètes soviétiques des modèles à suivre. Comme le dit Sylvain Dufraisse, Les programmes établis pour les délégations contribuent à propager les vertus de la puissance soviétique. Ils doivent également permettre de renforcer la culture des athlètes, de les intégrer à la geste révolutionnaire soviétique et, par le biais de visites, leur faire vivre la présence de la mère patrie à l'étranger.
La compétition sportive va venir compléter la guerre à proprement parler, c'est-à-dire les conflits militaires. C'est un conflit culturel entre États-Unis et URSS qui s'ouvre, un combat pour le soft power via le sport et la compétition sportive. On peut penser par exemple à la guerre des médailles qui va se dérouler dès 1952. L'URSS et les États-Unis, les deux puissances de l'époque, vont se livrer une véritable guerre sportive à l'occasion des Jeux olympiques. En effet, les deux pays choisissent les pistes, les bassins et les terrains olympiques pour s'affronter. Cela suit une logique parallèle à la course à l'armement ou à la conquête spatiale, comme le souligne Thierry Terret. L'objectif est de dépasser l'adversaire dans le plus de domaines possible. De plus, comme le notait Norbert Elias, le sport permet une libération contrôlée des émotions, qui limite donc le recours à la violence, mais pas forcément l'intensité de l'opposition. À ce titre, le nombre de médailles va cristalliser par sa symbolique l'opposition entre les deux pays, d'autant que l'URSS sort souvent vainqueur de la majorité des compétitions. En effet, à partir de 1956, l'URSS conserve la première place à toutes les Olympiades à l'exception des Jeux de Mexico 68. La gloire olympique soviétique peut aussi se concentrer derrière des grandes figures sportives, des Gagarines du sport, à l'image de Latina Larissa, qui devient la première athlète à glaner le plus de médailles sur 3 Olympiades. Cette guerre des médailles débouche sur un certain nombre de tensions et de controverses avec son grand rival de l'époque, les États-Unis. Les Jeux olympiques de 1972 à Munich sont un des nombreux exemples de cette guerre sportive des blocs. Lors de la finale de basket-ball, les États-Unis perdent la première fois leur titre de champion olympique au profit de l'URSS au terme d'un match controversé. Au coup de sifflet final, les Soviétiques se plaignent d'un temps mort non accordé et d'un problème de chronométrage. Les arbitres vont alors leur donner 3 secondes de plus, et l'URSS gagnera d'1 point, 51-50, dans un match qui restera l'un des plus grands scandales olympiques de l'histoire. Les Américains contesteront les décisions arbitrales et refuseront leur médaille d'argent, dénonçant un match corrompu. Cette tension sportive États-Unis-URSS va se matérialiser et atteindre son paroxysme aux Jeux olympiques de 1980 à Moscou, où les États-Unis boycottent l'événement en réponse à l'invasion de l'Afghanistan par l'URSS en décembre 1979. Plusieurs pays alliés des États-Unis vont suivre le mouvement, et les Jeux olympiques n'accueilleront que 81 pays. L'occasion rêvée pour l'URSS de montrer au monde entier la patrie du socialisme ouverte, accueillante et pacifique est donc vite avortée par le boycott, humiliant un pays alors de plus en plus isolé. 4 ans plus tard, aux JO de Los Angeles, ce sera l'URSS qui boycottera à son tour les Jeux olympiques afin de répondre à l'affront subi à Moscou en 1980. On voit ainsi que le processus politique de normalisation des relations et de relative détente est en fait illusoire et se matérialise au travers même des Jeux olympiques. Des tensions vont également apparaître lors des JO entre les pays du bloc de l'Est. C'est le cas des Jeux olympiques de 1956 à Melbourne, qui se déroulent seulement un mois après la terrible insurrection de Budapest d'octobre 1956. Le tournoi de water-polo offre alors une affiche particulière en demi-finale. L'URSS s'est opposée à la Hongrie. Durant le match, les exclusions temporaires se multiplient. La rencontre dégénère lorsqu'un joueur russe donne un coup de tête au double buteur du match, le Hongrois Ervin Zador. L'affrontement, au départ sportif, tourne au pugilat, Ervin Zador sortant le visage en sang alors que la piscine est devenue rouge à cause de la violence de l'affrontement. En 1980, à Moscou, la Pologne, alors sous domination russe, ne veut plus de l'allié soviétique et commence à réclamer de plus en plus de liberté, notamment avec la création du syndicat Solidarność. Dans ce contexte, le tournoi de saut à la perche offre une finale entre un Polonais et 2 Russes, avec un stade totalement acquis à la cause soviétique. Déstabilisé pendant tout le concours par le public, le Polonais Kozakiewicz remporte finalement l'épreuve et bat le record du monde avec 5,78 m. En terminant son saut, il effectue un bras d'honneur à l'adresse du public, ce qui crée un véritable incident diplomatique entre les deux pays. Ainsi, le sport a été un véritable terrain d'affrontement durant la guerre froide entre les deux grands. En développant notamment la propagande, l'URSS a instrumentalisé le sport, véritable vitrine qui a constitué pour elle un moyen de montrer son modèle idéologique au monde entier à travers le prisme des Jeux olympiques. Cependant, les victoires sur les terrains et les pistes masquent un contexte politique fragile à l'intérieur de l'Union soviétique, et les grandes victoires sportives n'arriveront pas à empêcher le délitement du bloc de l'Est,
ainsi que la fin du grand État socialiste en 1991.